Des maths à Donemattor. Aujourd'hui, on va parler du duc Geoffroy II et de sa femme Constance. Et plus précisément de leur tentative d'affirmer leur souveraineté face à Henri II et à Richard Cœur de Lion. On y va. Alors cette vidéo fait suite à celle sur la domination anglaise en Bretagne que je vous conseille de visionner. Si vous ne l'avez pas vu, le lien s'affiche actuellement en haut de l'écran. Mais je vais de toute manière vous faire un petit récap des faits et des personnages pour savoir où en est la Bretagne en 1171. Henri II Plantagenet, comte d'Anjou, du Maine, duc de Normandie, duc d'Aquitaine et accessoirement roi d'Angleterre, a poussé le duc de Bretagne à abdiquer. Et Henri Plantagenet a 4 fils. Henri le Jeune, Richard, Geoffroy et Jean. En Bretagne, le duc qui a abdiqué est Conan IV, mort en 1171 et il avait une fille, Constance. Donc Henri a fait fiancer son deuxième fils, Geoffroy, avec Constance, la fille du duc. Mais cela n'a pas plu aux barons bretons menés par Eudon de Porhoët, le comte de Vannes, Guillaume IV du Léon, comte du Léon, et Raoul II de Fougères, le comte de Fougères. Je précise que j'utilise des images d'illustration, car il n'existe quasiment aucune représentation historique de ces personnages, mis à part cette pièce pour Raoul II et cette pièce pour Constance. Donc je dois faire avec. Donc tous ces personnages ont été soumis par Henri II à un moment donné, mais ils referont parler d'eux dans cette vidéo. Pour récapituler, en 1171, le duc Geoffroy, fils d'Henri II, est officiellement duc. Mais étant encore trop jeune pour régner, c'est son père qui tient réellement les rênes du pouvoir. Si tout ça est clair pour vous, on peut y aller. Donc en 1171, Henri a 4 fils avec sa femme Aliénor d'Aquitaine. Tombant malade en 1170, il rédige son testament. Le titre de roi d'Angleterre doit revenir à Henri dit le jeune roi. Richard, futur cœur de lion, hérite du duché d'Aquitaine. Geoffroy, dit le Breton, du duché de Bretagne, et Jean, alors âgé de 3 ans, de ce qu'il reste. C'est-à-dire, pour le moment, pas grand-chose. D'où son célèbre surnom de Santerre. Mais malgré tous ces partages, ses fils n'exercent pas réellement le pouvoir, Henri en étant le véritable détenteur. Il fait face au dilemme de tenter de garder une certaine indivisibilité de son royaume, même si le concept d'indivisibilité est tout relatif et d'autant plus au Moyen-Âge, tout en contentant ses fils, ce qu'il, spoiler, n'arrivera pas à faire. En 1173, Henri le Jeune rentre en révolte contre son père Henri II. Il est soutenu par sa mère, Aliénor d'Aquitaine, et cela fait suite à une succession d'événements dont je vous épargne la narration. Henri le Jeune est soutenu également par le roi de France, Louis VII, mais aussi par ses 2 frères, Richard et Geoffroy, ainsi que d'autres nobles mécontents dans le royaume. En Bretagne, on retrouve bien évidemment Eudon de Porhoët et Raoul de Fougères qui s'emparent de Dol de Bretagne. Henri envoie alors des mercenaires qui ramènent le calme dans le pays avec le soutien du seigneur de Dinan, Roland de Dinan. Aliénor d'Aquitaine n'étant pas étrangère à cette contestation, Henri la prend en otage, ainsi que les femmes de ses fils, dont Constance de Bretagne. Le roi d'Angleterre libérera ses belles-filles une fois cette affaire terminée, mais pas sa femme, Aliénor d'Aquitaine, qui restera 15 ans prisonnière de son mari. Un couple équilibré. Toujours est-il qu'il arrive à vaincre tous ses ennemis et en 1174 à conclure une paix avec ses fils. Et il récompense ceux qui l'ont aidé, dont Roland de Dinan, qui devient régisseur du duché et grand justicier de Bretagne. Donc c'est clairement lui le boss, jusqu'à la majorité et au mariage effectif de Geoffroy avec Constance. J'en profite pour faire un petit point rapide et simplifié sur le fonctionnement de la guerre à cette période. Lorsqu'un conflit survient, le roi ou le seigneur convoque son ban. C'est-à-dire qu'il appelle ses vassaux à le rejoindre ou lui fournir des troupes. C'est un des principes de la féodalité, en échange de quoi le suzerain doit assurer à ses vassaux une protection et veiller à la justice. Il y a un nombre de jours convenu entre le seigneur et ses vassaux, ainsi qu'une quantité d'hommes à fournir. Mais à cette période, une nouvelle pratique commence à se généraliser, l'emploi de troupes de mercenaires. Cela permet au seigneur d'avoir des troupes à disposition
plus ou moins quand il le veut. Henri II fut un des rois qui généralisa la pratique, ses troupes particulièrement mobiles l'aidant à gérer ses vassaux récalcitrants. Mais lorsqu'ils n'étaient pas payés, ils se servaient en pillant et commettant toutes sortes d'atrocités là où ils se trouvaient. De ce fait, ils étaient craints, certaines troupes ayant une réputation particulièrement sinistre. Dans le royaume de France, c'est surtout sur Philippe Auguste que cette pratique se généralise, préfigurant en quelque sorte les grandes compagnies de mercenaires des siècles suivants. Les années qui vont suivre la Grande Révolte seront assez calmes en Bretagne. Roland de Dinan maintient la paix entre les seigneurs, et Geoffroy partage son temps entre la Bretagne et l'Angleterre. Il apprend ainsi à connaître le duché et l'application du pouvoir. En 1175, il atteint la majorité et Henri lui laisse gérer les affaires ducales sous la surveillance de son régent. C'est à cette période que Don de Porhoët, le comte de Vannes, se soumet définitivement. La seule révolte d'envergure à laquelle le régent Roland de Dinan et le jeune duc ont à faire face est celle de Huomar IV du Léon, un habitué des révoltes, qui se soulève pour la dernière fois en 1177. Roland et Geoffroy le soumettent alors définitivement en 1179, puisqu'ils divisent la seigneurie du Léon entre ses fils. Ce qui met un terme à ce territoire aussi puissant qu'ingérable. Huomar IV s'engage alors à aller en pèlerinage à Jérusalem, une sorte d'exil. Mais il meurt peu avant son départ. Geoffroy est majeur, mais il n'est pas encore marié à Constance, l'héritière des ducs de Bretagne, ce qui limite grandement son pouvoir. De par l'absence de mariage, l'honneur de Richmond ne lui est pas encore revenu. Pour rappel, c'est un grand territoire au nord de l'Angleterre, traditionnellement possession du duc de Bretagne. Enfin, le comté de Nantes est toujours rattaché à l'Anjou depuis 1158. Il a donc un pouvoir très limité. Tout ceci va le rapprocher de son frère aîné, Henri le Jeune, qui est héritier de la couronne mais n'a aucune terre sur lesquelles régner. Contrairement à leur autre frère, Richard, duc d'Aquitaine, qui exerce son pouvoir comme bon lui semble, n'en déplaise à leur père. Richard qui se forge une réputation de grand combattant, soumettant ses vassaux récalcitrants. Mais il est également reconnu pour sa brutalité et son autoritarisme. Il ne respecte pas les coutumes locales de ses vassaux, notamment en matière de succession, et s'emporte dans de grandes colères, n'hésitant pas à exécuter ses ennemis. Henri le Jeune et Geoffroy de Bretagne sont entraînés et éduqués par Guillaume le Maréchal, réputé meilleur chevalier du monde, par son biographe qui écrira sa vie peu après sa mort. Les deux frères se retrouvent donc souvent en tournoi, pratique qu'ils affectionnent tout particulièrement. Et Geoffroy semble jouir d'une bonne réputation. Il est réputé courtois, débordant de mots doux, d'une grande éloquence, infatigable dans l'effort. Il fait des prouesses en tournoi et est très proche de sa sœur et de sa demi-sœur, avec qui il partage une passion commune pour la littérature et la poésie. Il compose lui-même plusieurs poèmes, notamment des jeux partis. Alors ce sont, pour simplifier, des débats sous forme de poésie. À titre d'exemple, il y en a un où Geoffroy se demande s'il faut continuer d'aimer celle qui vous a trahi. Ce jeu parti en particulier est considéré comme le plus ancien en langue d'Oïl. D'ailleurs, il en fera un autre où Geoffroy s'exprime en langue d'Oïl et son partenaire en languedoc. Je ne peux pas vous les citer ici, mais c'est vraiment très intéressant. Donc si ça vous intéresse, je mets tout ça dans la bibliographie, dans la description, juste sous la vidéo. Voilà, n'hésitez pas à aller y jeter un œil. En 1181, Henri II autorise enfin le mariage avec Constance, les ducs et duchesses de Bretagne ayant respectivement 23 et 20 ans, ce qui est assez tard pour l'époque. Geoffroy, soutenu par sa femme et ses barons, veut aussitôt affirmer son indépendance vis-à-vis de son père et de ses frères. Il nomme donc son propre grand justicier de Bretagne et ce sera Raoul II de Fougères au détriment de Roland de Dinan. Ce qui ne plaît pas du tout à son père qui s'empare de Rennes en 1182, alors siège du pouvoir ducal. Je rappelle que Nantes n'est plus en Bretagne à ce moment-là. Mais Geoffroy s'affirme et attaque la ville ainsi que le château de Roland de Dinan. Après négociation, Henri semble accepter la situation puisqu'il laisse son fils nommer son vieil ennemi, Raoul de Fougères. Mais il ne lui remet pas le comté de Richmond comme il est censé le faire, alors que ce comté appartient à la famille ducale via Constance. Il n'est cependant pas le seul à s'impatienter.
Henri le Jeune n'a toujours rien à part des titres, et sa demande d'avoir la Normandie est rejetée par son père. Richard, quant à lui, refuse dans un premier temps de lui prêter hommage en tant que futur roi. De plus, il fait fortifier un château qui n'est pas à lui, mais qui doit revenir à son frère aîné, Henri le Jeune. C'en est trop pour ce dernier, qui décide de répondre à l'appel à l'aide des vassaux de Richard et d'intervenir militairement avec l'aide de Geoffroy. Aux grandes dames de leur père qui avaient tenté une réconciliation pour éviter d'en arriver là. Mais sans jamais vouloir céder sur rien de son côté, ce qui complexifie les négociations. Les deux frères engagent des mercenaires, envahissent le Poitou, puis ils prennent Limoges. Richard se rend compte de la menace et demande alors l'aide de son père. Ce dernier vient en personne avec ses troupes pour le soutenir. Mais Geoffroy et Henri obtiennent le soutien du nouveau roi de France, Philippe Auguste, qui leur envoie des troupes. Richard et son père assiègent Limoges, tenu par Geoffroy, pendant que Henri le Jeune pille les alentours pour payer ses mercenaires. Le duc de Bretagne tient bon, et son père, Henri II, se retire du siège au bout de 2 mois. La révolte commence à devenir ingérable, et Henri le Jeune à prendre l'avantage. Jusqu'au 11 juin 1183. Tombé malade, probablement de la dysenterie, Henri le Jeune décède. Beaucoup de révoltés aquitains se retirent alors de la coalition, laissant Geoffroy et quelques autres seuls face à son terrible frère Richard et son père, le roi d'Angleterre, Henri II, ce qui ne laisse pas d'autre choix au duc de Bretagne que de se retirer. Henri II convoque Geoffroy et Richard à Angers et les force à signer une paix. Et au passage, il confisque des châteaux au duc de Bretagne en guise de punition. Et évidemment, ce décès soudain oblige Henri à revoir le partage de ses terres. Richard est maintenant l'héritier, et une fois couronné, l'Aquitaine doit revenir au petit dernier, Jean, toujours sans terre. Mais Richard s'oppose à la décision. Quant à Geoffroy, Henri lui concède enfin le comté de Richmond. Ce qui devait lui revenir de droit de toute façon. Après cette affaire, Geoffroy rentre en Bretagne, où il réorganise un peu l'administration du duché avec sa femme Constance. Il tient à affirmer son indépendance vis-à-vis de son père et de son frère, et à s'affirmer en tant que duc de Bretagne. Constance et lui apposent leur signature sur plusieurs chartes, et président ensemble le Parlement général des évêques et barons de Bretagne à Rennes en 1185. Il frappe aussi sa monnaie, comme le faisait Conan IV, son beau-père et précédent duc breton. Sa cour est presque essentiellement composée de barons bretons, déjà présents sous Conan IV, ainsi que de quelques nobles du comté de Richmond. Il place des Bretons en remplacement des administrateurs autrefois placés par Henri II. La puissance du duc n'a jamais été aussi forte. Le domaine ducal s'étant grandement agrandi avec la confiscation d'une partie des terres du Port-Ouet et du Léon confisquées à leurs propriétaires et intégrées aux possessions du duc. Et enfin, il fait rédiger l'Assise au comte Geoffroy, le plus ancien texte conservé concernant les successions féodales. Il s'agit d'un texte qui a pour objectif de généraliser le droit d'aînesse, coutume anglo-normande. Jusqu'à ce texte, les nobles du duché faisaient selon leurs propres coutumes successorales. À titre d'exemple, les Eudonides, dans le Penthièvre, rejetaient les femmes de la succession. Avec ce texte, la succession revient à l'héritier mâle et, s'il n'y en a pas, à l'aîné des filles. Cela permet d'éviter l'éclatement des terres, partagées à part égale entre les frères, comme ça pouvait être le cas. Et ce texte restera en vigueur jusqu'en 1791. Mais Geoffroy sait qu'il ne sera jamais tranquille avec son frère Richard. De plus, il est pour le moment le seul à avoir des héritiers, ou devrais-je dire des héritières, avec la naissance d'Aliénor en 1182 et de Mathilde en 1185. Même si cette dernière est morte peu après sa naissance. Geoffroy sait qu'il doit agrandir son pouvoir pour faire face à Richard à la mort de leur père. Soutenu par sa femme et les nobles bretons, il réclame alors à son père le retour du comté de Nantes dans le duché, ainsi que l'Anjou. Cette demande n'est pas anodine dans le sens où l'Anjou fut autrefois conquise par les rois bretons. En 1185, Henri accepte de rendre Nantes à la Bretagne, mais refuse pour l'Anjou. C'est à ce moment-là que Geoffroy se rapproche de Philippe Auguste, le nouveau roi de France. Celui-ci était déjà proche de son frère aîné, Henri le Jeune. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en 1185, si Henri II meurt, Richard hérite de la couronne d'Angleterre, de la Normandie, de l'Anjou,
tout en gardant le duché d'Aquitaine. Il y a donc fort à parier que la Bretagne ne restera pas à l'abri de ses ambitions. Geoffroy se met alors à préparer un soulèvement avec Philippe Auguste. Ce dernier le nomme sénéchal de France, titre habituellement réservé au comte d'Anjou, ce qui montre que le roi de France le reconnaît en tant que tel. Pour sa part, Philippe Auguste a des vues sur la Normandie, et ensemble, ils réunissent des nobles mécontents de l'autoritarisme de Richard et du centralisme d'Henri II. Geoffroy fait fortifier Nantes et établit des alliances avec les familles aux frontières de l'Anjou. Le duc de Bretagne fait des allers-retours entre Paris et la Bretagne. Avec le roi de France, ils préparent leurs troupes et mettent au point ce qu'un chroniqueur de l'époque décrira comme le plus grand soulèvement auquel le roi d'Angleterre ait jamais eu à faire face. Mais ce soulèvement n'aura jamais lieu, puisque Geoffroy meurt à Paris le 19 août 1186, à l'âge de 28 ans. Alors il existe deux versions, qui ne se contredisent pas forcément. À l'époque, les chroniqueurs, proches du roi français, disent qu'il est mort de la même maladie que son frère, donc probablement de la dysenterie ou d'une infection quelconque. Mais plus tard, d'autres chroniqueurs diront qu'il est mort à la suite de blessures reçues lors d'un tournoi. Il aurait été désarçonné et projeté à terre par une lance, puis piétiné par le cheval de son adversaire. N'oublions pas qu'il était à Paris pour comploter avec Philippe Auguste, et depuis 1179, l'Église avait condamné les tournois et ordonné que ceux qui perdent la vie soient privés de sépulture chrétienne. Toujours est-il qu'il est très rapidement inhumé dans le chœur de Notre-Dame de Paris, alors en construction. Son décès semble grandement affecter Philippe Auguste, à tel point qu'il interdira à son futur fils de participer à des tournois. Les troubadours composent des plaintes, sa sœur et sa demi-sœur font des offrandes pour le salut de son âme, et 4 prêtres sont payés à vie pour célébrer la messe pour sa mort. Son père n'est pas présent, assurant sa diplomatie en étant au mariage du roi d'Écosse. Sa mère non plus, enfermée par son père dans un château en Angleterre. Richard n'est pas là non plus, probablement soulagé de la mort de son rival. Quant à Jean, il se rapproche encore un peu plus du titre de roi, titre jusqu'alors inenvisageable pour lui. Quant à sa femme, Constance, la duchesse de Bretagne, elle est également absente. Et pour cause, puisqu'elle est enceinte. Ce décès soudain est un coup dur pour le roi de France, qui voilà un allié de taille disparaître. Il devra faire face à Richard et Henri II, seul pour le moment. Mais c'est d'autant plus dur pour Constance. Avec son mari, ils avaient des objectifs communs et semblaient bien partis pour s'assurer d'une souveraineté et de l'instauration de leur lignée. Geoffroy avait instauré la paix dans le duché et uni les nobles bretons derrière le pouvoir ducal. Avec le décès de son mari, elle se retrouve seule face aux Plantagenets. De plus, c'est à Henri de lui choisir un nouveau mari, et tout ce qui fut fait par Geoffroy pourrait être défait. Mais Constance a changé. Elle a appris au contact de cette famille tumultueuse. Elle s'est affirmée, s'est faite connaître et a une bonne réputation. De plus, c'est bien elle l'héritière des ducs et des rois bretons, et non son défunt mari. Et lorsqu'elle accouche début 1187, c'est un garçon. Henri II, le roi d'Angleterre, lui demande alors de le nommer Henri, en son honneur. Mais elle affirme son indépendance en choisissant un prénom loin d'être anodin, surtout pour les Bretons à cette période, puisqu'elle le nomme Arthur. Et en tant que premier petit-fils plantagenet, il peut être amené à régner un jour sur l'Empire, qui regroupe quasiment toute la partie ouest de l'Europe, dont les pays celtes. Mais Richard est encore jeune, et il peut bien sûr avoir une descendance. Il y a donc peu de chances pour que cela arrive. Sauf que Richard Cœur de Lion va lui aussi mourir sans enfant. Un conflit éclatera alors pour la couronne anglaise entre Jean Santerre, le dernier fils plantagenet, et son neveu Arthur de Bretagne. Mais ça, ce sera dans la prochaine vidéo. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère vraiment que vous avez appris des choses, c'est le plus important. Si vous voulez approfondir ce sujet ou les différents sujets présents dans la vidéo, je vous conseille d'aller faire un tour dans la bibliographie dans la description. J'y ai mis toutes les sources là qui m'ont servi à l'écriture de cette vidéo. En tout cas, je vous remercie tous de me suivre et surtout, n'oubliez pas de partager. Vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux et me soutenir financièrement sur Tipeee. Une fois de plus, tout est dans la description. Sur ce, je vous dis Trugaré à Kenavo.